Bienvenue dans un épisode toujours supplémentaire de l'émission de critique cinématographique venue de Belgique. Il se trouve que j'ai mal à la gorge, donc je ne vais pas nécessairement être capable d'aller aussi haut dans les octaves que j'ai la capacité de le faire d'habitude. Cependant, je vais vous dire ceci, je suis récemment revenu du cinéma, et il se trouve que Aquaman est bel et bien l'un des films les plus chiants que j'ai vu de ma vie, et que je ne sais pas nécessairement si ça a une quelconque forme d'importance, cette appréciation personnelle de la qualité de ce long métrage, mais s'il y avait un film sur lequel Warner Bros n'aurait probablement pas dû dépenser l'intégralité de leur arsenal monétaire, c'est certainement celui qui vous propose 2h22 des aventures de l'équivalent local de Namor, et c'est de ça dont il sera question dans cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en cinémarture, c'est pas monté plus haut, L'idée très simple d'un film comme celui-ci, c'est que c'est la sempiternelle application de la théorie Sam Raimi du film qui est censé introduire le personnage que vous connaissez déjà et que vous n'avez pas nécessairement plus d'intérêt que ça pour ses capacités, car Jason Momoa, dans le rôle de Namor, dans le rôle d'Aquaman, c'est bel et bien un personnage que vous avez vu dans Batman v Superman. Vous savez, à un moment, il était sous l'eau et, oh non, il a harponné un drone, et qu'ensuite, vous l'avez vu sans doute dans le film Justice League américain. Dans le film Justice League, où il avait la capacité, c'est certain, d'arrêter de l'eau. Même si dans ce film-ci, il est bel et bien sous-entendu qu'il n'a pas nécessairement les capacités nécessaires à pouvoir se faire. Donc, l'idée très simple, c'est que c'est le personnage qui vit sous la mer, qui a la capacité de parler aux poissons, et il peut rentrer dans un rapport télépathique, j'allais dire télékinétique, ce qui n'est pas le cas, mais bel et bien télépathique, avec ces animaux des fonds marins, et il peut parler, il peut leur suggérer des choses, il peut comprendre ce qu'il leur dit, c'est ainsi qu'il est le défenseur des océans, sauf que ça, c'est le concept que vous imaginez, en fait, c'est un homme, il vit sous la mer, il a la capacité, c'est certain, de parler aux animaux, donc il doit protéger les fonds marins contre l'attaque des êtres humains, des choses comme ça, mais non, en fait, ça, c'est ce que le méchant fait dans ce film, car, vu qu'il est né sur Terre d'une mère qui avait la particularité d'être jouée par Nicole Kidman, la mère de Billy Kidman, bien entendu, c'est une blague de catch, il se trouve que, non, il est tiraillé entre la surface et les eaux, les profondeurs océaniques, que d'une manière ou d'une autre, c'est grosso modo Thor, il pensait que c'était Thor Ragnarok, c'était drôle, c'était fun, qu'il y avait du rythme des choses qui se passent, mais c'est plutôt genre Thor 2, le film que personne n'a envie de s'en souvenir, mais que voilà, je veux dire, c'est un film très très bidon, où ils ont dépensé énormément d'argent à ce que les gens aient l'air d'être sous l'eau, alors qu'ils sont sur Terre, sur fond vert, en leur animé en quelque sorte en 3D, les cheveux dans un effet qu'on appelle, si j'ai bien compris, le dry for wet, qui veut dire sec pour mouillé, bien entendu, et que l'intégralité vous donne l'idée qu'ils ont dépensé un argent tellement monumental sur ce film qu'on se demande quelles étaient nécessairement leurs aspirations. Il faut dire ceci, les efficaces efforts qui sont fournis dans le domaine de l'image en 3D, de l'animation, etc., sont d'extraordinaire qualité, mais vous n'avez jamais ces sentiments étranges de voir tout d'un coup le modèle se rapprocher trop de la caméra, comme dans par exemple Black Panther, vous dites « Oh mon Dieu, mais en fait c'est de la pas si bonne 3D que ça, on dirait vaguement une séquence tirée d'un mauvais épisode de Beast Wars, là ce bref instant de la chose qui se présente ici, mais qui, voilà... » Quel est réellement l'espoir de lancer une série autour de l'univers atlantéen d'un homme comme Aquaman? Je veux dire, Aquaman, c'est un personnage. Je comprends aussi qu'on ne peut pas aller trop cheap avec Aquaman parce qu'il est alors judicieux de dire que oui, qu'il est déjà en but à toutes les blagues, faire de ceci un étrange téléfilm et que nanani, que nanana, mais bon, voilà. L'intégralité des gens qui sont ici dans le film, comme Jason Momoa dans le rôle de Namor, dans le rôle d'Aquaman, etc., je veux dire, c'était pas un très bon acteur non plus, ça fait des années qu'il essaie d'avoir l'air d'être compétent dans ce qu'il fait, mais c'est un peu l'équivalent masculin de Gal Gadot.
Ce qui est paradoxal, vu que lui, c'est censément sa langue natale l'anglais, mais il n'a pas l'air d'être trop capable de vous livrer une lecture potentielle de phrases qui sont censées tour à tour être drôles, être badass, être ceci, être cela. Il est beau, d'accord, il ne sait pas jouer, ok, il est sculptural, super, mais est-ce que cela suffit à faire une carrière? La question se pose. De manière assez étrange, Chris Hemsworth, que ce n'est pas non plus un extraordinaire acteur, il a l'air d'être un ou deux carats plus haut quand on y réfléchit posément et que l'intégralité de tout ça. Alors je sais que c'est un peu une blague facile, mais avoir fait le tour des acteurs et actrices pour prendre les plus plats possibles, vous avez dans le rôle de Mera, la fille, que c'est grosso modo la petite sirène, vous avez une fille qui s'appelle Amber Heard, ou Amber Heard, ou un truc, je sais pas comment ça se prononce, mais je vois-t-il que là, elle a l'air tout le temps de se demander ce qu'elle fout là, et que c'est une honte de devoir travailler sur des films de cette ampleur, des choses comme ça, mais on ne peut pas non plus dire que ce soit la meilleure actrice de l'histoire de l'humanité. L'intégralité de tout ceci, c'est grosso modo un scénario qui est convenu, qui vous est livré de manière conventionnelle, afin de réaliser ce genre de spectacle visuel dont les Chinois raffolent. Alors je ne sais pas si vous savez, mais maintenant le cinéma américain est réalisé pour être un succès en Chine, et que ce film est déjà un grand succès en Chine, le pays qui a publicité un film comme Venom, qui en a fait un hit extraordinaire, qui a rapporté plus d'argent que les films X-Men les plus réussis, plus d'argent que Wonder Woman, etc., etc., et vous vous dites, oui, bon, bah, voilà. Je veux dire, ça, ce petit côté épisode 1, vous voyez des choses qui sont extraordinaires, vous les voyez en 3D, on est là sous la mer à regarder des gens qui se foutent sur la gueule, il y a des combats épiques entre des armées qui se passent, et l'un dans l'autre vous dites, oh, tout ça aura bien mal vieilli dans 2 ans, on dirait que c'est une cinématique qui est digne de l'époque PlayStation 2, et je veux dire, c'est un film creux qui dure 2h22. C'est ça qui est étrange, c'est que Arthur Curry, l'Aquaman, comme il disait dans Justice League, ou Aquaman tout court, comme il disait ici, parce qu'il était vraiment judicieux d'essayer de faire une œuvre de 2h22 autour de l'intégralité de ses efforts, quand on sait qu'ils étaient judicieusement en train d'essayer de couper la durée de leur film dans le domaine super-héroïque chez Warner Bros. La question se pose, car je veux dire, probablement que le film que Zack Snyder avait prévu, qui faisait genre 2h30, était un film à peu près correct d'un point de vue structurel, avec l'intégralité qui était censée se passer dedans, qui était censé donner un cliffhanger où Superman revient à la vie à la fin et on gagne contre Darkseid dans le second Justice League qui n'aura jamais lieu, hein, c'était Justice League 2, et qu'ici, voilà, vous avez 2h22 il y a un mec, il est sous la mer, hein. Il est joué par Patrick Wilson, le frère de Lambert, le type que James Wan met dans l'intégralité de ses films, car semble-t-il, il s'est trouvé là un professionnel, et qu'il faut dire ceci, dans le rôle d'Ocean Master, Patrick Wilson, il essaye très fort, hein, il a fait des efforts pour son corps par le sport, il est en train de faire l'effort, de faire, et qu'il donne beaucoup de judicieuse puissance à ce qu'il dit, etc., et que voilà, lui, ce qu'il veut, hein, c'est défendre les fonds marins de l'action des méchants humains. C'est ça son leitmotiv. C'est donc un leitmotiv qui fait plus ou moins sens, et Aquaman, il est genre, non. Ils sont pas très sympathiques sur la Terre, mais ce sont aussi mes frères et mes sœurs. Un truc comme ça, bref. Et que donc, l'intégralité que je puisse vous dire sans vous parler des spoilers, c'est que c'est un film plat, chiant, très joli à regarder, avec des performances catastrophiques, qui peinent à vous remplir un film qui... Et c'est étrange, parce que j'ai l'impression que je suis mort et revenu à la vie dans une espèce de processus bouddhiste, tellement c'était long, mais voilà, c'était vraiment très long d'un point de vue du ressenti même plutôt, du temps qui passe, voilà. Quand votre film, il vous donne l'impression que l'intégralité de la série, Le Seigneur des Anneaux, passe à une vitesse, waouh, c'est trop bien rythmé, ça va comme ça, comme dans un rêve, vous avez probablement un problème avec votre film de 2h22 qui vous introduit un personnage que vous avez déjà vu dans 2 films et que vous n'avez pas nécessairement plus d'intérêt que ça pour l'incroyable genèse d'un personnage qui, admettons-le, n'est pas plus intéressant que ça. Je veux dire, Namor, paradoxalement, c'est un personnage intéressant, dans le sens où il y a une dichotomie entre son envie de protéger le peuple et le fait que, décidément, il protège son peuple, qui est le peuple atlantéen aussi, qu'il vive sous la mer, et nanani, et nanana, et qu'il est un monarque, mais qu'il n'est pas sympathique, mais qu'en lui réside l'âme d'un héros, et que Aquaman, c'est genre, c'est Thor, voilà, c'est Thor avec l'efficacité de l'humour en moins et avec un scénario qui vous donne encore moins une impression qu'il a une justification à l'idée d'essayer de protéger la planète sur laquelle il se trouve. Voilà. Dans quelques instants, je vous ferai la version avec les spoilers, ce qui est sans doute un peu plus intéressante, mais on ne sait jamais, parce qu'il va falloir raconter Aquaman, et comme Aquaman, il se passe rien grand-chose dans ce film. And I was a product of a love that never should have been. He could unite our worlds one day. A son of the land,
and a son of the seas. Of Atlantis. What? Shouldn't we have written it down first? I memorized it. Didn't you? Oh, yeah, totally. What did you just say? Something trident. Alors, je ne suis pas certain de pouvoir résumer tout ceci autrement qu'en disant que cela commence avec Nicole Kidman qui est genre comme ça quelque part dans des rochers qui sont à proximité de la mer, qu'elle est récupérée par un gardien de phare, voyez-vous, ce qui semble relativement juste d'un point de vue thématique, vu que les phares sont la frontière entre la terre et la mer, et il se trouve que le gardien du phare descend et il voit Nicole Kidman comme ça, qui est genre, dans une coupe ridicule d'habits dont on pourrait dire ceci, c'est que cela ressemble certainement à une combinaison de plongée qui aurait été réalisée dans un tissu étrange, chatoyant et miroitant, dont on peut dire ceci, c'est qu'il ressemble à ce type d'accoutrement que portaient les Power Rangers quand il était question de leur donner l'impression qu'ils étaient dans l'espace. Vous savez, cela brille énormément, mais ce n'est pas particulièrement joli pour autant, et que il se trouve donc que Nicole Kidman, elle est blessée. Alors vous voyez, le type qui est le gardien du phare, je pensais que c'était le mec qui jouait, je sais plus si son nom c'est Chartoke ou Chertoke dans Star Trek, ou c'est Star Trek Deep Space Nine ou Star Trek Voyager, bref, vous savez, le type qui a des scarifications sur les visages, que ce ne sont pas vraiment des scarifications, ce sont des tatouages, et que, en fait, non, c'est le mec qui jouait Jango Fett dans Star Wars, vous savez, les prequels, les antépisodes pour nos frères et sœurs québécoises, et que voilà, on s'est dit, je reconnais ce type, mais pourquoi est-ce que son visage est en plastique? Et qu'en fait, il est en plastique, car au lieu de se payer des gens qui ont l'âge du rôle qui est judicieux qu'ils jouent, ils se sont payés Nicole Kidman et ce type-là, et qu'ils se sont dit, on va mettre beaucoup de 3D sur leur visage, comme ça, ils ont l'air jeunes. Quand on y réfléchit posément, il faut aussi se dire que Nicole Kidman a déjà énormément souffert sous le bistouri pour continuer à être une star, vous savez, une star du cinéma. On lui a genre remonté le visage comme ça, on lui a effacé les incroyables plis qui peuvent se faire sous son menton, et que de l'autre côté on lui a retapé les yeux dans cet ordre-là. Bref, je me souviens de l'époque où Nicole Kidman était non seulement une actrice talentueuse, ce qu'elle est toujours, et qu'elle était bien entendu jeune, et où elle avait en plus un nez relativement naturel, et qu'on pouvait se dire, c'était une femme charmante dans Batman Forever il y a près de 25 ans, mais que maintenant, voilà, elle a énormément souffert pour continuer à pouvoir se payer des rôles comme ceci, où grosso modo, elle a l'air d'un alien à qui on a retapé le visage avec les fillers dans les joues, etc., et que c'est assez triste de voir que de nos jours, on ne vous laisse plus vieillir à Hollywood. Voilà. On ne vous laisse plus vieillir à Hollywood, tandis que, évidemment, Jason Momoa, il a l'avantage de pouvoir porter une grande barbe pour masquer une majorité de son visage, tandis que lui aussi, c'est un de ces jeunes premiers qui ont la quarantaine, vous savez, comme Tom Hardy, Rami Malek, merde, je le disais comme une blague, mais maintenant je suis incapable de faire l'inverse, que Rami Malek, donc, Tom Hardy et tout ça, les jeunes gens qui ont 40 balais, qui jouent des jeunes gens, bien entendu. Alors l'idée est très simple, l'improbable amour entre la petite sirène et le gardien du phare, ils ont un enfant, l'enfant se trouve être quelqu'un qui a la même coupe de cheveux pendant toute sa vie, vous savez, c'est Jason Momoa dans le rôle de l'Aquaman, et etc., vous avez les petites séquences inutiles où on vous explique qu'il peut parler aux poissons, il est déjà en train d'être dans un aquarium, probablement un planétarium, et il fait genre, et alors il comprend les oiseaux, il comprend les baleines, et les baleines lui parlent, et les requins le protègent, tandis qu'il est attaqué par des enfants qui se trouvent à proximité, etc., Puis, on vous explique décidément qui c'est le nouveau gars que maintenant il est adulte, et vous vous dites, c'est super, mais je sais tout ça, j'ai vu Batman v Superman, vous savez, il a harponné un drone, puis après j'ai vu Justice League, ou rien grand chose, parce que c'était Justice League, etc., et l'intégralité vous amène au terrible moment où il devient super-héros, parce que vous voyez, c'est dans les trailers, et qu'il se bat contre des gens qui sont en train d'attaquer un sous-marin russe, et qu'alors il fait genre ch'poum, et les gens le voient sur le radar, parce que bien entendu le radar voit une forme constituée de viande s'approcher d'eux, c'est ainsi que cela fonctionne, surtout quelque chose de la taille d'un homme, et que donc, il défend les Russes qui sont dans un sous-marin russe, il les sauve, il leur parle russe, il se bat contre un type qui est probablement le pire acteur de sa génération, c'est le type qui joue Black Manta, c'est-à-dire qu'il est black, et son grand-père était le premier Navy SEAL de l'histoire de l'humanité, c'était un type que les gens appelaient Manta, vous savez, comme la raie Manta,
qui est un poisson, si je comprends correctement. Peut-être que c'est un mammifère, je pense que c'est un poisson. Bref, il y avait un personnage dans les Tortues Ninja qui s'appelait aussi Ray Manta, toujours est-il que voilà, il fait « Ah non !» Et alors il se trouve qu'Aquaman tue son père, hein, enfin il ne sauve pas, mais décidément il est mis dans une situation où « Oh non, Black Manta, il est méchant maintenant, il est très méchant, et que plus tard dans le film, il se verra offrir de la technologie atlantéenne, il dira « Il est temps que je me fasse un montage, je suis en train de construire une armure du futur, que décidément c'est super. » Il joue de la musique de Depeche Mode dans un film pour enfants en 2018, ce qui est parfaitement compréhensible. Les enfants, ils adorent la musique tirée du disque, si j'ai bon souvenir, Revolver, vous savez, de Depeche Mode, les années 90, la fin des années 90. C'est un film qui est très contemporain avec la culture des jeunes de maintenant, qui aiment voir les danses de Fortnite, etc., ce pays des emotes, et de choses de cet ordre qui n'ont pas beaucoup d'intérêt non plus, hein, admettons-le, mais bon, bah voilà, je veux dire, c'est vraiment un film qui est au top il a le doigt sur le pouls de la culture de ce qui se passe actuellement, c'est une évidence. Donc, et alors, il est très simple, c'est qu'un jour, alors qu'il est en train de bourrer la gueule de son papa, Aquaman, il voit une charmante demoiselle qui ne sait pas vraiment jouer, et elle a les cheveux rouges, et elle se dit ceci, je vais faire alors même que Roman Reigns est plus ou moins au rôle de Aquaman, bah voilà, ils ont trouvé un équivalent local d'Eva Marie pour jouer le rôle de la princesse Mera, parce que Eva Marie, princesse Mera, cela sonne assez proche, elle dit, il faut que tu viennes sous terre, parce que sous l'eau, je veux dire, sous la mer, oh, il se passe des choses, et il va faire la guerre, qui ça? Mon frère, alors son frère, évidemment, Aquaman, c'est l'équivalent local de Loki, il est joué par un mec qui joue mieux, c'est-à-dire Patrick Wilson, et que Patrick Wilson, il fait tous les efforts nécessaires pour ce genre de plaisanterie, qu'il, voilà, est un personnage qui veut devenir l'Ocean Master, il veut fédérer les terrains qui sont sous la mer, afin que, sous leur égide, ils puissent faire la guerre aux gens qui sont sur la surface, car ils polluent, ils sont pas sympathiques, ils font la guerre eux-mêmes, et que c'est assez hypocrite, mais il faut dire ceci, d'un point de vue des motivations personnelles, le personnage qui fait le plus de sens dans tout ceci, c'est bel et bien le méchant, parce qu'il a un plan, il veut sauver chez lui, parce que, la montée de cette chaleur sur la Terre, un système que l'on rappelle toujours aux enfants comme étant le réchauffement climatique, se trouve toujours est-il que c'est dans une situation où il veut protéger son chez lui. Tandis que si j'en y réfléchis posément, bah si la mer continue de monter, il a plus de territoire. Mais bon, bah voilà, on va pas réfléchir trop fort, c'est un film DC, et que DC ou d'ailleurs, on peut remarquer que ça ne fait pas vraiment beaucoup de logique dans un domaine qui est celui dont on prétend qu'il est cinématographique. Donc, ils vont se battre, hein, il y a des combats sous la mer, c'est très joli, on dirait des séquences qui sont tirées d'Avatar, c'est un univers improbable, on n'arrive pas à croire à quoi que ce soit. L'un des rois se trouve être Dolph Lundgren, le fameux magnat du riz. Je veux dire, Dolph Lundgren, l'homme qui jouait à l'époque Punisher, mais bien entendu, qui a joué He-Man, vous savez, I got the power, disait-il dans un bref moment, afin de pouvoir ne pas se transformer en le prince Adam, mais toujours est-il que, voilà, Dolph Lundgren, Willem Dafoe, ok, Patrick Wilson dans le rôle du méchant, les méchants font des meilleures performances que les gentils, hein, car ce sont de meilleurs acteurs, mais que, voilà, est-ce qu'on peut dire que l'intégralité est un gigantesque potlatch, pour utiliser le terme le plus idoine possible, de ressources utilisées à mauvais escient afin de vous donner l'impression que là, sous la mer, décidément, il y a des royaumes et qu'ils ressemblent étrangement à ce que l'on pourrait vous rappeler dans des domaines d'activité où vous seriez sur une autre planète, celle d'Avatar, peut-être, des choses comme ça. Je veux dire, oui, c'est joli. La musique est très charmante, elle est réalisée par Rupert Gregson Williams dans un étrange mélange de Laserhawk et de Hans Zimmerman. Rupert Gregson Williams, c'est le frère de Harry, que vous connaissez pour la série Metal Gear Solid, celui qui faisait pom 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 et des choses comme ça. Je veux dire, très grand musicien, la famille Gregson Williams, classique, la famille Gregson Williams aussi connue pour ses efforts sur Team America World Police. L'intégralité se tient, et voilà, je veux dire, c'est simultanément un film chiant où on a entrecoupé des séquences qui se passent sur Terre avec des séquences qui se passent sous l'eau, que les deux ne sont pas particulièrement satisfaisantes. Les séquences qui se passent sur Terre, c'est une carte au trésor que l'on doit suivre, de ruine atlantéenne en ruine atlantéenne, et on va au Sahara, et on va en Sicile, et on va en ceci, et on va en cela. Donc bref, ils avaient un milieu de scénario de le film Uncharted, ils l'ont utilisé ici, semble-t-il, que de l'autre côté, voilà, on n'a jamais l'impression que Jason Momoa et Amber Heard sont décidément des gens qui vont se rapprocher, qu'ils ont une forme d'attirance physique ou mentale ou romantique l'un pour l'autre. C'est juste des gens, ils sont genre,
Salut. Bref, toujours est-il que voilà, et que l'intégralité culmine dans un combat en 3D absolument extraordinaire où, après avoir trouvé le trident et l'avoir tiré du sol comme l'aurait fait, vous savez, le roi Arthur, qui s'appelle Arthur Curry, ce qui est étrange parce que je n'ai jamais vu manger quoi que ce soit qui contienne du curry de ma vie, mais toujours est-il que c'est ainsi qu'il s'appelle, vous savez, car c'est comme ça qu'il s'appelle le personnage des comics de DC Comics. Donc, il tire le trident du sol, comme Excalibur, il le tient au-dessus de sa tête, il est connecté à tous les animaux qui sont sous la mer, il comprend, il peut leur parler, il peut les diriger, cela amplifie son pouvoir télépathique en somme, puis après, whoosh, il est nimbé d'une puissance colorée en 3D, et il revêt le costume traditionnel du personnage des comics, et les gens dans le public font parce que ça a l'air ridicule, vous voyez. On va d'ailleurs en profiter pour lui rajouter genre 15 kilos de muscles au passage, et qu'ensuite il se bat contre le méchant Sean Master, et que vous voyez, il est en or, et l'ennemi est en pourpre et en argent, ou en pourpre et en platine, donc vous comprenez par l'héraldique que celui qui est en or va gagner, que cela se passe, et qu'à la fin, attention, nous sommes dans la section spoilers, sa mère, qu'elle était morte, parce que vous voyez, elle était dans un mariage arrangé sans amour, mais que cependant elle est retournée sous la mer pour faire l'autre bébé, que c'est Patrick Wilson, et que l'autre bébé qui était Patrick Wilson est devenu le roi légitime de sous la mer, mais que décidément l'autre qui est un bâtard étrange est un roi plus légitime, semble-t-il, car ses pouvoirs sont plus proches des idéaux étranges de cette civilisation. Je vais vous parler dans quelques instants. Mais il se trouve que Nicole Kidman, qu'elle était morte, elle est pas morte. Elle était juste bannie dans un trou étrange où il y a une mer sous la terre dans le centre du sol, et que voilà, c'est ainsi que vous dites, très très scientifique, l'intégralité de ce film, parce qu'il faut savoir que la civilisation atlantéenne, c'est des gens, ils étaient sur Terre avant, puis après ça a été englouti, l'île d'Atlantis. Je ne sais pas si vous saviez, c'est ça la théorie des gens qui regardent les théories du complot sur Internet, mais qu'ont fait les Atlantéens afin d'être détruits par la planète, et vous savez, les Illuminati, etc., et donc, les Atlantéens, ils avaient de la technologie improbable qui venait du sceptre que Aquaman récupère, et ils étaient sur terre ferme. Puis après, ils avaient le pouvoir de l'électricité improbable dans le steampunk et la Jules Verne. Puis après, on ne sait pas trop comment, le riz tombe sous l'eau. Et ils apprennent à respirer cet élément aqueux, ce n'est pas ça, qui se trouvait être du H2O. Ce n'est pas expliqué, ils disent, oui, ce pouvoir qui était le nôtre, cette énergie s'est diffusée dans nos corps et font qu'on sait respirer de l'air il est contenu dans l'eau. Ok, d'accord. Il y a de l'oxygène dans l'eau. C'est vrai, je veux dire, je suis pas stupide, je sais que les poissons, ils respirent pas genre de l'azote, ils respirent de l'oxygène aussi. Non, vous expliquez par quoi les gens qui sont de plein sang, de sang pur, ont la possibilité de respirer l'air de la terre. Alors, ils doivent vomir toute l'eau qui se trouve dans leurs poumons. Par exemple, Patrick Wilson, il va sur Terre, genre, il peut respirer de l'eau, mais que Aquaman aussi, mais c'est un bâtard, avec la moitié de son sang, il est réalisé par l'effort étrange, vous savez, des Homo sapiens sapiens, et de l'autre côté, c'est des Homo atlantéens, atlantéis, j'imagine, je ne sais pas. Voilà, beaucoup de choses que je comprends pas là-dedans. Et pourquoi est-ce que les gens qui sont purement de sang atlantéen ont évolué pour rester sous l'eau et peuvent pas respirer l'air de la surface? Ils ont besoin d'un étrange scaphandre dont on dirait qu'il sort d'un film Power Rangers. Et que de l'autre côté, voilà, y a rien qui fait ça dans ce film, c'est un peu de la merde, C'est très joli à regarder. Mais le scénario est nul, on a l'impression qu'on a vécu plusieurs vies consécutives. Je dis, franchement, vous pouvez regarder. Il y a des séries télé, on peut s'en taper des heures. C'est tellement bien stylistiquement réussi, et le rythme est là, les histoires s'enchaînent, etc., Et ce que vous avez ici, c'est un mélange de Star Wars épisode 1, les séquences qui se passent sous la mer, et du scénario du film La Momie avec Tom Cruise. Mis en un film à l'intégralité, peine à satisfaire qui que ce soit. Alors je sais que les gens, ils sont genre, mais je suis très intéressé, j'aime beaucoup Jason Momoa, et ses films sont super, etc., et voilà. J'ai rien contre lui, j'ai rien contre cette idée d'un univers d'ici non plus, mais voilà, qualitativement, c'était pas à la hauteur de ce que j'espérais voir quand j'ai vu Man of Steel et Batman v Superman. Justice League était une purge totale, un avortement de l'esprit, en quelque sorte, de ce que Zack Snyder aurait pu éventuellement faire, et que l'intégralité avait l'air vachement plus intéressant que tout cela, et ce film Aquaman, j'ai surtout l'impression qu'ils avaient dépensé tellement d'argent. C'est ça ma théorie. Ma théorie, c'est qu'ils ont dépensé tellement d'argent sur ce film qu'ils se sont dit, ça vaut même pas le coup de essayer de rectifier le tir. On a ce qu'on voulait, c'est-à-dire un équivalent local de Thor 2, celui dont personne veut se souvenir. Je me répète, mais cependant c'est ça. Je veux dire, c'est chiant, les blagues tombent à plat. Jason Momoa, il a pas la puissance d'arriver à faire autre chose que dans l'intégralité de tout ceci, qu'une étrange suite de cinématiques tirée du domaine du jeu vidéo.
Or, vous savez, les films qui sont inspirés du domaine du jeu vidéo, on n'a pas le plaisir d'y jouer, on est obligé de se les taper comme ça. Et je dois vous dire ceci, ça ne m'a pas plu du tout. Ça m'a semblé être, même Venom, qui était genre un film qui était genre bien médiocre, mais vraiment bien médiocre. Il y a des moments où on était genre, c'est tellement ridicule que c'est drôle. Et là, c'est genre, c'est tellement pas drôle que ça en devient vraiment genre pénible. C'est un film pénible. Donc, pour ce que j'en comprends, il y a un autre film dans ce genre de plaisanterie qui s'appelle Spider-Man The New Generation du côté flamand du pays, du côté néerlandophone de l'autre côté, ça s'appelle Into the Spider-Verse. Qui, vous savez, l'idée de Marvel avec Spider-Man, c'est de faire que tout le monde y ait les pouvoirs de Spider-Man, Gwen Stacy, Silk, Ultimate Spider-Man qui s'appelle maintenant Spider-Man tout court, Miles Morales, Spider-Man noir, Spider-Man bleu, Spider-Man jaune, Spider-Man violet, Spider-Man du futur, Spider-Man du passé, Spider-Man western, Punk Spider-Man, bref. C'est pas du tout une dilution totale et totalement stupide de l'intégralité de ce qui est disponible dans l'univers Marvel pour Peter Parker, un personnage que vous connaissez, certes Peter, mais surtout Parker. J'ai foiré ma vanne en faisant Peter et Parker d'un coup. Toujours est-il que là, ce sera la prochaine case. Il faut maintenant me laisser 1 ou 2 jours pour que ma voix se remette, car ma voix ne va pas. Je vais devoir probablement changer. Dans le futur, l'intégralité des vidéos sont genre... c'est la nuit, bienvenue à Bruxelles, je m'appelle Arthur Morand, et voilà des critiques de films. Oh, ma voix est en train de me lâcher, c'est ça que je veux dire, le fait de parler vite n'aide pas, et ma voix est vraiment dans la limite. Donc, j'aimerais, maintenant que vous avez regardé l'intégralité de cette vidéo, et je vous en remercie si vous avez tenu jusqu'ici, n'hésitez pas à nous laisser un pouce vers le haut pour nous faire plaisir. Vous aimez vraiment Jason Momoa, vous mettez votre pouce vers le bas, c'est étrange parce qu'on pourrait s'imaginer que ça s'appelle en fait Jason Momoa, ce n'est pas du tout Roman Reigns, du tout, Roman Reigns, c'est peut-être limite un meilleur acteur que lui, on a vu ça, quand il est capable de sortir des émotions de son cœur, car il a vécu des choses dans sa vie, et vous avez vu sa promo contre la leucémie, je dois partir, parce que il faut que je devienne en bonne santé, etc., ça c'était très émouvant, et toujours est-il, voilà, où j'en étais, ah oui, pouce vers le haut, c'est super, vers le bas, c'est pas mal non plus, parce que cela fonctionne aussi dans le domaine de ce que l'on appelle traditionnellement le référencement. Vous voulez vous abonner, je ne vais pas vous empêcher de vous abonner. Je vous dis aussi que si vous avez envie de faire ding ding pour avoir une notification, on ne sait jamais que je fasse de nouveau un stream dans le futur, ce sera bien entendu un plaisir de vous avoir parmi nous. Et que l'intégralité me fait penser simplement ceci. Bienvenue dans un autre épisode. Non, maintenant c'est la fin de l'épisode. C'était un épisode de l'émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous rappelle, Critique en Martu.